parti de complètement zéro. J'ai dû me débrouiller à 17 ans très seul, à 22 ans le plus jeune directeur d'agence de France. Je prends le choix de quitter mon job et de me consacrer à plein temps à la conciergerie. On lance une conciergerie. On a fait un choix au départ, c'était d'être... Toujours super content en fait quand j'ai des échanges avec les voyageurs et moi j'adore juste questionner les gens. Cette toute petite question qui va emmener derrière à créer du lien, c'est l'essence de notre métier. On va dépasser quelque part les attentes. L'entrepreneuriat c'est pas tout rose. On est dans l'industrie du partage du logement, la réglementation elle évolue, elle est de plus en plus complexe à comprendre. On se dit toujours le secteur se professionnalise. Ouais mais il se professionnalise aussi parce que... Chaque problématique qu'on a rencontrée, on a essayé de trouver la solution la plus pertinente. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Smiley. Ce qui était une petite boîte pour gérer des appartements est devenu une agence immobilière. Moi, j'ai une espèce d'obsession du process. Scaler sa boîte, c'est avant tout se scaler soi-même. Je pense que chaque formation peut t'apporter quelque chose, mais va pas révolutionner ta vie. Par contre, j'ai vu des formations qui m'ont fait cogiter. Ça m'a donné une leçon de vie. Tu peux ne pas être au départ le favori de la course. Par contre, tu peux finir premier de la course. Kevin Corbier, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir. On a la chance de bosser ensemble depuis un moment. Voilà, que tu sois client avec Rocking Chair des solutions Smiley. Et c'est un vrai plaisir. À chaque fois qu'on a nos échanges, je ressors toujours plus enrichi, plus heureux. C'est un bonheur. Et je suis ravi qu'on ait aujourd'hui, là, à peu près 1 heure pour aller plus loin sur ton parcours, sur qui t'es et partager ça avec d'autres gens. Et j'espère aussi avec des futurs clients pour toi qui vont t'aider encore à développer ton activité, à te rejoindre, tout ce que tu as besoin. Merci pour ton enthousiasme et merci pour ton invitation. C'est un plaisir d'être là également et je partage. Moi aussi, à chaque fois qu'on discute ensemble, c'est toujours beaucoup de synergie, beaucoup de choses qui se développent et c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Top, super. Et donc pour commencer, je serais ravi de savoir si tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours, peut-être en revenant dans l'enfant, les études, pour qu'on arrive un peu à voir qu'est-ce qui était un petit peu la graine qui t'a amené à être qui t'es aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, par où commencer ? Moi, j'ai un parcours, on va dire, un peu challengeant pour un petit garçon. Je viens du Nord-Est et d'une famille d'un milieu populaire. Quelle région ? Nord-Est, précisément ? Nord-Est, pour préciser, Metz, donc pour 1h20 de Paris, pas très loin du Luxembourg. Ok. Et moi, j'ai des parents qui se sont déchirés pendant mon adolescence. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en tant qu'enfant. J'étais l'aîné, donc j'avais un côté avec mes petits frères et un peu de faux papa. Tu vois, ce petit côté qu'on n'a pas forcément envie d'endosser, mais qu'on est parfois par défaut obligé d'endosser. Et qui fait que ça m'a rendu très résilient et très endurant. Et m'a obligé très vite à m'assumer tout seul. J'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études. J'étais pas mauvais à l'école, mais j'avais pas eu la chance de... Et quelque part, c'est aujourd'hui pour moi de faire de l'entrepreneuriat une espèce de revanche sur la vie. Tu vois l'idée. Ouais. Moi, je suis parti de mes parents très tôt parce que c'était un contexte qui n'était pas favorable à ce que je sois épanoui. Et j'ai dû m'assumer. Alors, à 18 ans. 18 ans, d'accord, direct. Passer mon bac, un petit peu avant pour être sans rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai dû me débrouiller, à 17 ans, très, très, très seul. Et à 18 ans, j'ai eu la chance de rentrer dans un grand groupe français en alternance, un grand groupe bancaire français, et de pouvoir, effectivement, quelque part, dans une grosse boîte, pouvoir me former et rattraper un petit peu cette carence que je pouvais avoir de rentrer dans la vie active trop tôt à 18 ans, sans un cursus universitaire, etc., que j'aurais bien voulu avoir. Et donc, je suis rentré par la voie de l'alternance, par un BTS, et ensuite, j'ai fait toutes mes classes. Et j'ai été à 22 ans le plus jeune directeur d'agence de France. Waouh. Voilà. Et trop jeune, vraiment trop jeune pour un poste comme celui-là, mais c'est bouleversant parce que quand très jeune t'accèdes des responsabilités, évidemment t'es pas prêt, mais mon parcours a fait que j'étais obligé de m'y préparer, de quelque part passer la marche, et j'en ai retenu une expérience vraiment formidable, humaine, parce que directeur d'agence, c'est un métier dans la banque qui est sur le terrain, c'est un métier de service, c'est un métier où tu es proche des gens, tu fais du management, tu gères du risque, tu pilotes, et donc très formateur.
Et puis après, j'ai passé quelques années sur un autre poste, plutôt cette fois-ci en centre d'affaires entreprise de la banque, pour m'occuper d'une clientèle de TPE-PME. Idem, très intéressant, très proche de dirigeants d'entreprise, souvent des boîtes en croissance rapide, donc avec un certain challenge de risque, etc. Mais très intéressant parce que finalement, j'ai développé un portefeuille de clients qui me ressemblait, beaucoup de clients de 30-40 ans, tu vois, un peu dynamiques, qui voulaient casser les lignes, etc. Et puis, je suis arrivé à 30 ans, j'avais fait le tour de ce poste-là après un beau parcours dans la banque d'un peu plus de 10 ans dans la banque, puisque je suis rentré à 18 ans tout de suite après le bac. Et voilà... Après l'aventure Rockin' Chair, elle s'est lancée un petit peu d'elle-même. J'ai commencé à acheter un appartement pour faire de l'investissement locatif. Voilà, rien de spécial. Sauf qu'à cette époque-là, on commençait à entendre un petit peu parler d'Airbnb. Et à voir qu'effectivement, il y a un petit écosystème qui commençait à se créer. Donc moi, voilà, sur un coup de tête presque, je le mets sur Airbnb, cet appartement, en disant je vais essayer, on verra bien. Et je m'en souviens très bien, c'était le 1er juillet. J'avais ouvert le calendrier le 1er juillet. Et j'avais fait 100% de remplissage sur le premier mois d'exploitation. Là, je faisais tout. Le ménage, le pressing, le linge, les petites maintenances. Donc là, je me suis vite rendu compte que c'était un métier, en fait, de gérer des locations saisonnières. C'est quelque chose que, si tu improvises, tu fais des erreurs. Ça fait partie du jeu. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est pas mon métier. Moi, je suis salarié de la banque. Il y a bien quelqu'un qui fait ça, à qui je vais pouvoir confier quelque part mon appartement et compter sur lui pour la suite. Eh ben non, il n'y a personne qui faisait ça. En tant que banquier, je regarde l'écosystème, j'essaye de me renseigner, d'étudier les choses. J'ai accès à beaucoup d'informations avec la banque sur les analyses économiques, de secteur d'activité, etc. Il y a un petit écosystème qu'on commençait à appeler les conciergeries. C'est des agences immobilières qui font de la gestion saisonnière, mais qui est à la marge peut-être dans les zones côtières et principalement qui commence à beaucoup se développer en France, à Paris notamment. C'est en quelle année là, juste pour nous replacer? Là, pour se replacer, on est en 2015-2016 à ce moment-là. Okay. Il y a une boîte que je découvre qui s'appelle Check My Guest, voilà, que certainement beaucoup d'auditeurs connaissent et qui commence justement à beaucoup communiquer sur la chose, à parler du fait de migrer l'usage de certains actifs immobiliers vers de la location saisonnière et qu'ils augmentent le rendement. Donc, ce qui paraissait à l'époque complètement hors du temps et hors sol, comme s'il y avait une arnaque derrière. Et en fait, quand tu creuses, non, c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, c'est un marché de la location saisonnière qui croît avec la demande d'usage de voyageurs, la demande de propriétaires qui veulent aussi partager leur logement. Et donc, je commence à observer les choses, à étudier les choses, et puis je me dis, là, il y a quand même quelque chose à faire. C'est dommage que personne ne l'ait pas fait auparavant sur mon secteur. Donc, un peu sur un coup de tête, avec mon meilleur ami, on lance une conciergerie. On avait chacun un appartement en location. On se dit, on a une conciergerie au milieu. Elle va déjà, dans un premier temps, mutualiser les coûts. Et puis... Parce qu'il avait un appartement aussi ? Il avait un appartement aussi, d'accord, c'est ça. Donc, finalement, les 2 appartements, on les a mis dans la gestion de cette conciergerie pour d'abord, avant tout, gérer la partie dépenses. Ouais. Et puis très vite, il y a un copain qui nous appelle, il dit ça m'intéresse, moi aussi, si vous pouvez vous en occuper. Puis un deuxième, puis un troisième. Et puis j'ai une fille qui me contacte, à l'époque c'était sur Instagram. Elle a un super meublé de tourisme au cœur de la ville avec une vue sur un des plus beaux spots touristiques. Et elle me contacte, elle me dit oui, moi j'ai un boulot, c'est compliqué. Est-ce que tu peux pas t'en occuper ou au moins m'aider? Et donc là, on commence à gérer 5 logements, on commence à avoir un des plus beaux logements touristiques de la ville en gestion sur une boîte où on n'a rien fait. On se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Je commence à un tout petit peu, tu vois, creuser le sujet et y passer un tout petit peu de temps à commencer à me dire on commence. Quels sont les différents problèmes? Et puis, chaque problème, j'essaie d'y trouver la meilleure solution. Un des problèmes, ça a été, par exemple, comment je fais de la multidistribution sur plein de calendriers pour synchroniser. Parce qu'à l'époque, tu synchronisais avec Airbnb Booking avec des API, tu te retrouvais avec des doubles réservations, tu te retrouvais avec des surbookings, ça n'allait pas du tout. Et donc, on a regardé quel outil fonctionnait bien, on avait des attentes sur les outils, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Booking Smiley. Et en fait, chaque problématique qu'on a rencontrée, on a essayé de trouver comme ça la solution la plus pertinente. De fil en aiguille, ce qui était une petite boîte pour gérer des appartements est devenu une agence immobilière. Au bout de 20 à 25 logements sous gestion, sans avoir fait aucune publicité, je me suis dit, là j'ai 30 ans, faut faire un choix de vie, quoi. À un moment donné, je réponds aux voyageurs sur mon temps de travail de salarié, ça commence à devenir limite, et puis surtout, ça ressemble plus à rien, parce que quelque part,
tu peux pas, je pense, mener dans la vie plusieurs combats de front. Je pense que un bon combat se mène peut-être pas avec obsession, mais avec une certaine pertinence et avec une certaine résilience. Et tu peux pas quelque part te dire je fais bien mon travail à droite et je fais bien mon travail à gauche et ça marche bien. Non, il y a un moment donné, t'es obligé de faire des choix. Et puis voilà, petite crise de la trentaine, je me suis dit là il y a le marché, il y a un écosystème qui est en création. Donc là, je te dis ça, on est en 2018 à ce moment-là. Je me dis là non, là faut y aller quoi. Là. Et donc je prends le choix de quitter mon job et de me consacrer à plein temps à la conciergerie, à Rockin' Chair. Et puis voilà, d'essayer de bâtir en tout cas ce qui a en tout cas pour ambition d'être la plus grosse agence de conciergerie du Grand Est. Super. Ouais, sacré parcours. Merci de nous le décrire. Une des choses qui m'intéresse, c'est de voir quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, avec ta casquette de banquier finalement, de directeur d'agence, après de chargé de compte d'affaires, comment tu analyses ce côté entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu découvres peut-être que tu n'avais pas vraiment anticipé avant? Comment tu vois ça et comment ça t'influence encore aujourd'hui au quotidien? Quand tu es dans la banque, tu prends énormément de recul parce que tu vis pas le truc comme l'entrepreneur. Tu es à côté de lui, tu n'es pas copilote mais presque, ou en tout cas si tu es impliqué, il y a un petit peu de ça. Mais tu vis quand même pas le truc. C'est pas pareil. T'as pas le stress quand il faut payer les salaires. T'as pas le stress de est-ce que ma boîte elle est rentable. T'as pas le stress de se dire mais qu'est-ce que je fais si demain ça va pas, si je perds des clients. Tu te poses pas ces questions-là quand t'es salarié et encore moins quand t'es salarié dans les pantoufles à la banque. Vraiment. Ou en tout cas, même si tu le constates et tu le vois avec des entrepreneurs, tu le vis pas et tu sais pas ce que c'est. Et donc, le passage de l'autre côté, c'est quelque part le grand saut dans le vide. Il y a beaucoup d'aventures, donc tout ça a l'air très exaltant, mais je trouve il faut une vraie résilience. Et c'est là où moi je sais que peut-être j'ai le dos dur, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose. Il y a plein de sujets sur lesquels on a des responsabilités qui sont pas neutres. Et quand tu es dans la banque, ce qui est bien, c'est que tu prends beaucoup de recul sur les choses, tu analyses. Et donc, analyser un business model, c'est beaucoup plus facile quand on a vu 50, 100 avant, que tu sais comment tu finances une activité ou comment tu structures une opération. Finalement, aujourd'hui, ça me sert, mais ça me sert pour poser les racines. Et ça, c'est sympa, parce que c'est avec les racines que tu construis quelque chose de grand. Maintenant, une fois que tu as posé les racines, t'as que le début de l'histoire. Le début de l'histoire, il est beaucoup plus challengeant que voilà. Les racines, en tout cas, c'est, je pense, une bonne base. Et c'était, en tout cas, moi, je sais que c'est une force de venir dans la banque. Je sais aussi que ça peut être sur certaines choses un côté un peu l'argent, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Tu vois. Et ça, parfois, c'est vrai qu'il faut un retour à la réalité. Et l'entrepreneuriat te fait bien ce retour-là. Ok, super intéressant. Et curieux de voir justement la relation à l'argent. Pour toi, quel est un peu le sens que ça a? Parce que j'imagine aussi quand tu travailles dans une banque, tu fais face à différentes typologies de personnes, à des gens qui ont une relation à l'argent qui est complètement différente. Et je suis curieux de savoir justement dans ton parcours, qu'est-ce que tu as croisé et quel est toi finalement le sens que tu donnes à ce qu'on appelle argent? Moi, ça m'a toujours fasciné parce que c'est quelque chose qui exalte, qui quelque part excite les foules. Et en fait, quand tu es confronté au quotidien, ça devient une banalité comme une autre et tu te rends compte que c'est juste un moyen. La première fois que dans la banque, tu appuies sur un bouton pour faire un virement de 100 000 euros, c'est vrai que tu regardes à 3 fois si tu as bien rentré le bon RIB. Donc c'est vrai qu'au début, il y a cet effet-là. Et après, quand tu le fais régulièrement, c'est une opération comme si tu te brossais les dents. Enfin, je schématise, mais c'est presque ça. Et ton rapport à l'argent, moi, par exemple, je suis parti de chez moi, j'en avais pas. Donc, je suis parti de complètement zéro. Et donc après, j'ai eu l'impression d'être dans le luxe, d'avoir juste un poste bien payé, où j'avais pas besoin de compter, où je pouvais partir en vacances assez librement. Et je trouve qu'en définitive, l'argent, c'est ni plus ni moins qu'un rapport qu'on a chacun, peut-être plus dans l'éducation que dans comment on le vit au quotidien. Quand tu as grandi où t'étais pas à l'aise, quelque part, ton niveau à toi d'aisance, il est là où tu le définis et il est là où tu le vis toi. Et dans la banque, j'ai vu vraiment des gens donner 1 000 euros de pourboire.
c'était normal. Parce que c'est leur façon de vivre et ça les choque pas. Et quelque part, tant mieux pour eux. C'est qu'ils sont aussi dans une situation qui leur permet d'eux. Mais quelque part, le rapport à l'argent, je trouve que c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qu'on parle pas assez en France. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé, par contre, de très... un combat, tu vois, que je trouve qui est noble de mener. Par exemple, Mounir Lagoun, je sais pas si tu le connais. Non, pas encore. L'éducation financière. C'est pour moi un sujet en France qui est un vrai problème. Quand tu discutes avec des clients, malheureusement, ce que tu constates, c'est que tu as des gens qui sont entourés et conseillés et tu as des gens qui ne le sont pas. Et il y a un écart abyssal entre les deux. Si je fais le parallèle avec le milieu de la conciergerie, on est en face, nous, de propriétaires. Nos clients, c'est des propriétaires. Et les propriétaires, dans cette même démarche, je retrouve des similitudes dans l'accompagnement. Un propriétaire, c'est parfois pas instinctif de se dire « je vais investir dans mon logement pour qu'il me rapporte plus ». Et tu vois, je trouve que sur ça, on a un rôle à jouer, nous. Parce que on se dit toujours le secteur se professionnalise. Ouais, mais il se professionnalise aussi parce que nos conseils et l'accompagnement va se professionnaliser. Magnifique. Et justement, c'est fascinant parce que j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est qu'avec le propriétaire, il faut arriver à conseiller sur pourquoi ça peut valoir la peine d'investir dans son bien pour augmenter sa rentabilité. Donc à savoir, regarde pas forcément combien ça te coûte, mais regarde ce que ça va te rapporter. J'ai l'impression que c'est une mentalité qui est beaucoup plus commune aux États-Unis. En France, on est beaucoup plus à juste regarder ce que ça coûte. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi ? Comment tu vois ça ? Comment tu observes ça ? Les États-Unis sont plus libérés sur le business d'une manière générale. C'est une évidence. Regarde juste comment les businessmen sont perçus aux États-Unis et comment ils sont perçus en France. Tu vois, quand tu regardes par exemple comment communique un Xavier Niel, c'est fascinant. Tu observes la communication de Xavier Niel. Il a une communication qui est pour la masse. Il cherche à être populaire. Est-ce qu'il aura un jour d'autres ambitions que l'entrepreneuriat ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il a le désir de rester populaire auprès de tous et pas être juste, quelque part, comme on a trop en France, des élites. L'entrepreneuriat, je pense que ça doit être, et c'est là où ça peut être que vertueux, ouvert à tous. Et peut-être qu'aux US, ils ont un temps d'avance là-dessus sur nous, de se dire... On peut, même si on ne vient pas d'un milieu qui est favorisé, même si on n'a pas les mêmes chances que les autres, on peut aussi casser les lignes, on peut aussi se dépasser. Et quelque part, il y a un côté sport dans l'entrepreneuriat, il y a un côté challenge, tu vois. Et ça, on ne le dit pas assez. Et en même temps, on a une vision qui est très risque averse en France. On a ce côté, prendre des risques, rentre dans un grand groupe, sois salarié, mets-toi à l'abri... alors que il faut s'écouter. Moi aujourd'hui, je gagne pas ma vie comme je la gagnais avant, mais je suis hyper heureux parce que j'ai un défi, parce que tous les jours je me lève le matin avec quelque chose à gagner, et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. C'est beau, c'est beau. Et justement sur ces côtés de challenge, un peu ces sports, tu disais, qu'est-ce que tu as rencontré déjà dans ton expérience, dans les trucs peut-être les plus sports, peut-être des remises en question où des fois tu fais ouf, celui-là. Différent. Est-ce que tu as eu des phases comme ça ? Ouais. Je crois que tout entrepreneur qui se respecte en traverse régulièrement. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup sur ce que je fais, sur comment je le fais. J'ai l'impression de jamais être content. C'est aussi parfois un défaut, parce que quand tu as l'impression de jamais être content, tu savais au moins les victoires quand elles sont là. Et ça, je sais que c'est un sujet sur lequel il faut y être attentif. Surtout quand on a des équipes, il faut leur dire quand il y a du travail qui est fait, qui est bien fait. C'est important. En tout cas, des défis, je pourrais t'en citer quelques-uns, mais par exemple, nous, on a fait un choix au départ, c'était d'être une agence immobilière, tout de suite, d'encaisser les fonds pour pouvoir ensuite, derrière, faire une reversion aux propriétaires. Ce choix-là, beaucoup de conciergeries ne l'ont pas fait, en cherchant la formule plus simple qui est de dire moi je suis juste un intermédiaire et je refacture derrière. Et ce choix-là, en fait, il est très lourd parce que ça veut dire que tu assures toi la comptabilité de ton propriétaire. Et donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ta comptabilité doit être claire. Sauf que quand on regarde notre industrie, il n'y a pas beaucoup de solutions comptables. Ouais. Donc, par exemple, dans l'une de mes angoisses d'entrepreneur, j'ai passé des nuits à construire un espèce de système qui me permettait, en partant d'un logiciel comptable assez basique ou classique, d'aller chercher les informations aux bons endroits pour pouvoir regrouper et reconstituer correctement la comptabilité.
Aujourd'hui, heureusement, il y a des outils qui existent. On en parlera peut-être ultérieurement, mais au départ, effectivement, ça c'était un défi. C'est de se dire, mais comment je fais juste pour avoir une comptabilité exacte, ce qui fait partie de mes prérogatives en tant que property manager. Bien sûr. C'est quoi que tu utilises aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille Goldorak, Ouais. une solution qui, au départ, c'est Smiley qui nous a présenté la solution. Et je me souviens encore parler avec Florian, ton associé, il y a 2 ans de ça, en disant Florian, sur ça, je trouve qu'il y a un manque. Il y a pas de logiciel aujourd'hui qui fait ça, quoi. Il me dit, t'inquiète pas, il y a des choses dans les Ça tuyaux. arrive. Il y a quelque chose qui est super, Goldorak, ouais, qui a été fait par Loïc, qui est un de nos clients aussi, et qui a aussi identifié ce problème-là, et qui s'est dit, ok, bah super, je vais apporter une solution et l'ouvrir à l'écosystème Smiley pour que tout le monde puisse en profiter, et encore merci à Loïc pour ça, quoi. En tout cas, je trouve que c'était quelque chose de très important. Quand on parle de professionnaliser notre métier, ça en fait partie. La communication financière doit être irréprochable quand on discute avec un propriétaire. On ne peut pas avoir de l'à peu près. Non, c'est clair. Puis surtout que tu as l'habitude, j'imagine, de venir du monde de la banque où tu peux pas te le permettre, quoi. Bah oui. Et puis moi, de l'autre côté, le monde de la banque, c'était la base. Ouais. C'est les racines. Ouais, c'est bien. On se pose même pas la question. Non, on analyse des choses. Donc, si tu veux, si déjà on analyse des choses qui sont bancales. C'est ça. Faut que le sense, il aille au bon endroit. Exactement. Extra. Et après, pour le coup, à contrario, quels sont les moments où tu trouves les plus exaltants pour toi du business? Ravi d'en entendre sur ça aussi. Écoute, ça va être d'une banalité et j'en suis désolé par avance, mais moi j'adore le contact avec les voyageurs. J'ai une équipe aujourd'hui, donc on se partage les appels et on se partage les communications. Et je suis toujours super content en fait quand j'ai des échanges avec les voyageurs. Et je trouve que justement le fait d'être en équipe et de le diviser à plusieurs permet de le faire encore avec plus de profondeur, plus d'énergie, plus d'attention. Et moi j'adore juste questionner les gens, poser la petite question de plus avant qu'on raccroche, de dire et pourquoi vous êtes là au fait, qu'est-ce que vous voulez faire et c'est toujours intéressant parce que en fait cette toute petite question qui va emmener derrière à créer du lien, en fait c'est l'essence de notre métier parce que c'est exactement là que les gens on va dépasser quelque part les attentes. Typiquement c'est le cas d'une réclamation. On a une réclamation sur quelque chose qui ne va pas dans un logement. Des fois, tu n'y peux rien. C'est une chaudière en panne, c'est une serrure connectée qui dysfonctionne. Voilà, c'est les aléas de l'immobilier. Et finalement, quand tu as déjà ce lien avec ce voyageur, tu as un lien de confiance qui fait que tout se passe beaucoup mieux. Il faut essayer, je pense, dans notre métier de l'hospitalité, d'en revenir à ces bases qui sont qu'on est des êtres humains. On essaye d'apporter de la gentillesse, d'apporter du service, d'apporter... Moi, j'aime bien l'automatisation, mais je trouve que le mot, il a été un peu utilisé dans tous les sens. Quand tu vas sur YouTube, on t'explique qu'on peut automatiser une conciergerie de A à Z en travaillant 2 heures semaine. Moi, je suis horrifié de voir des choses pareilles. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, ce qu'attendent nos voyageurs avant tout, c'est du lien. Ils attendent d'être bien reçus. Et être bien reçu, des fois, c'est juste un sourire. C'est juste une petite note d'attention. C'est juste une petite gentillesse. Et c'est ça qui, évidemment, fait la différence parfois entre quelqu'un qui va laisser un 4 et un 5 étoiles. Donc, ouais, c'est d'une banalité sans nom, je sais, mais je trouve que c'est ce qui est le plus appréciable d'échanger justement avec des voyageurs. Et puis, des fois, il y a des belles rencontres. Enfin, moi, je pourrais écrire un livre sur les rencontres que j'ai fait avec des voyageurs, alors que je suis pas dans une grande capitale, je travaille pas à Paris, et pourtant rencontre des gens extraordinaires, quoi. T'as une expérience qui t'a particulièrement marqué? J'en ai une là, j'en ai une qui est un petit peu croustillante, si on peut dire. Un Brésilien venu télétravailler. Le gars est digital nomade et en fait il avait besoin d'un logement pendant plusieurs semaines et puis on s'était organisé avec lui, on lui avait ramené un 2e écran parce qu'il voulait un 2e écran pour bosser, etc. Enfin, voilà, on avait fait notre boulot et en fin de séjour, on a échangé ensemble et puis il nous a présenté un petit peu il nous a montré les photos de sa famille, il nous a montré aussi qu'il habitait au Brésil et puis j'ai noté l'adresse et peut-être qu'un jour on ira le voir, j'espère. Voilà, en tout cas, c'était une belle rencontre et je pense que moi dans mon parcours, je sais pas dans quelle occasion j'aurais pu discuter avec un gars comme ça. Et tu vois, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on accueille plein de gens, on rencontre des gens qui sont d'horizons complètement divers. Le métier de l'hospitalité, c'est ce qui permet aussi. Il permet qu'on reçoive tous les publics dans plein de conditions différentes, que ce soit des business trips ou que ce soit des gens qui viennent pour revoir leur famille. Et ces rencontres-là, ça n'a pas de prix. J'ai une autre expérience qui est plus du côté voyageur.
J'avais fait un road trip en Corse. Je me souviens, il y a quelques années avec ma femme. Alors, on a loué une voiture, on a fait le tour de la Corse. Première fois qu'on va en Corse. Évidemment, on avait trouvé ça magnifique, mais on avait essayé de dénicher des logements qui étaient un petit peu excentrés pour justement pas être dans ces endroits où il y a beaucoup de touristes et pour essayer de voir le vrai, l'arrière-pays, comme ils disent. Et je me souviens qu'on avait été reçus de manière extrêmement chaleureuse par la mère du village. On l'a appris qu'à la fin du séjour, c'était la mère du village. Et une petite anecdote rigolote, c'est que, on était dans un petit village complètement perdu au milieu de la montagne corse. Et puis, on avait faim. Il était 18h30, on n'avait pas mangé l'après-midi. Et je vois une pizzeria dans le village. Et tu savais que si tu n'avais pas mangé là, il n'y avait rien, quoi. T'es au fin fond de la montagne en Corse. C'est le seul spot, quoi. Et tu sais, on rentre dans cette pizzeria, je me souviendrai toujours de tous ces Corses qui me regardent. Alors, s'il y a des Corses qui nous écoutent, j'adore les Corses, hein, vraiment, mais il y a eu cette image, je me souviens, où tout le monde me regarde et se dit, qui est cet étranger? Est-ce que tu vois le regard là? J'imagine. C'est perdu. Complètement. Il s'est perdu et clairement, il est peut-être pas le bienvenu. D'accord, ah oui. Ça aussi. Et finalement, la mère du village a fait qu'on a pu quand même commander des pizzas et voilà, discuter. D'accord. Et en fait, est-ce que vous êtes allé manger avec elle ou... Voilà. Après, on a été manger avec elle, c'est ça. D'accord. Parce qu'après, on est revenu au gîte et on lui a raconté cette expérience là qui était un peu rigolote et elle dit non mais venez avec moi, vous allez voir. Et puis au final on a mangé une pizza et on a passé un super moment là-bas, quoi. Excellent. Ces moments d'échange, c'est fort. C'est Airbnb qui propose ça, vraiment, cette rencontre chez l'habitant, ce partage. Là c'est la signature Airbnb, quoi. L'autre qui fait pas ça pour l'argent, qui cherche juste à quelque part faire des rencontres, partager un peu des moments de vie. C'est extraordinaire. Ouais, cette connexion humaine. J'aime beaucoup comment tu le disais tout à l'heure, la relation humaine. Ouais. Très beau. Et tu parlais dans l'humain peut-être un petit peu différemment, mais on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement sur les podcasts, les choses comme ça. Je suis ravi de creuser un petit peu plus sur toi, comment tu te formes, quel est le type de contenu. Enfin déjà, est-ce que tu consommes ce type de contenu et si oui, quoi, pourquoi ravi de le savoir. Ouais, carrément. C'est un truc qui est un peu sous-coté, je trouve, c'est la formation quand tu es entrepreneur. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, oula, il y a le temps qui tourne, je peux pas m'arrêter comme ça. Alors que finalement, scaler sa boîte, c'est avant tout se scaler soi-même. Je pense que, quel que soit le parcours que tu as, tu es tout le temps confronté à des défis. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas être spécialiste de tout. Donc tu as finalement deux voies, de manière très binaire, c'est soit tu te formes, soit tu te fais accompagner. Faire accompagner, malheureusement, il faut quand même savoir de quoi on parle parce que tu peux te faire mal accompagner. J'en sais quelque chose. Je viens de la banque et je sais que c'est pas toujours parce que tu vas dans la belle boutique que tu vas être bien reçu ou qu'on va bien s'occuper de toi. Et donc, moi par exemple, quand j'étais dans la banque, il y avait beaucoup de formations. La banque te forme en permanence. Enfin, je ne sais pas combien de temps on passait, que ce soit dans des e-learning, dans des formations en présentiel. Je me souviens d'avoir fait des formations management, des formations avec des profs de théâtre pour savoir comment juste tu te tiens, comment tu te comportes, quelle posture tu adoptes avec les gens. Des formations vraiment fascinantes. Et après, tu es entrepreneur et là, tu es tout seul. Tu dis, mais enfin... je suis pas... Tu vas avec ta cape et ton épée. Oui, enfin. Et donc, je pense que c'est important de garder en tête qu'il faut se former. Moi, par exemple, je suis au Centre des jeunes dirigeants. Et au Centre des jeunes dirigeants, c'est un mouvement qui, notamment, promouvoit beaucoup la formation et le développement personnel. Et je m'astreins à faire 1 à 2 formations par an, minimum, avec le CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants. Et en parallèle, je m'interdis pas quand je vois des formations intéressantes ou autres. Ça peut être du podcast. Je consomme beaucoup de podcasts. Il y a un gars que j'aime bien, par exemple, en podcast, c'est Théo Lyon, qui a une agence de marketing. Lui, sa spécialité, c'est tout ce qui va être les ads et toutes les campagnes qui tournent autour. Il a monté une agence de zéro là-dessus. Et en fait, il partage beaucoup d'expériences que lui vit en tant que, d'abord, créateur de contenu, ensuite entrepreneur, au départ solopreneur, puis 1 personne, puis 2 personnes, et aujourd'hui une grosse agence avec plus de 70 personnes. Et c'est intéressant de voir les différentes étapes et qu'est-ce qu'il traverse, quelles questions il se pose, à quoi il est confronté.
Moi, je l'écoute à la salle de sport le matin. J'aime D'accord. bien. C'est un moment un peu pour moi. J'ai décidé, je suis là sur cette durée de temps, c'est à moi. Voilà, je donne ce que j'ai à donner, je fais ce que j'ai à faire et ça me fait du bien, ça m'équilibre. Le sport et podcast. Voilà, c'est ça. Je trouve ça un truc qui va bien ensemble. Mm. Un podcast un peu calme où voilà, ça te fait un peu prendre du recul, tu vois. T'internalises, tu réfléchis, plus dans cet esprit-là. Et puis, après, ouais, je pense qu'il faut rester connecté à l'actualité. Là, on a beaucoup, et on va certainement le voir là au scale, hein, on va beaucoup parler de réglementation. La réglementation, elle évolue, elle est de plus en plus complexe à comprendre, à interpréter, à digérer. et je pense qu'il faut rester toujours connecté avec son temps. C'est indispensable parce que si on veut être le meilleur, quelque part, il n'y a pas d'autre solution. Il faut rester connecté à la réalité. Et comment tu vois sur les formations, enfin tu vois, sur avec qui j'en parle, il y a des gens qui ont un regard très... en fait, les gens qui te forment en ligne, c'est des gens qui ont fait leur argent en formant, mais qui connaissent pas forcément le métier. Comment tu vois un peu ce côté arnaque finalement et à quoi faire attention? Comment tu observes ça? C'est toujours compliqué parce que quand tu connais pas un sujet, on peut vite t'embobiner. Et un formateur, un coach, ou tu vois, ça peut vite être quelqu'un qui est finalement très bon dans le côté persuasif des choses et qui peut embobiner. Je pense qu'il faut toujours prendre du recul. Je pense aussi que il y a des gens qui vendent de la formation. Bon, ouais, il y a quand même beaucoup de choses gratuites aujourd'hui. Quand tu regardes, il y a des gens très pertinents qui partagent beaucoup de choses. Et je trouve que ça, c'est déjà... juste prendre le temps déjà d'écouter les bonnes personnes et de les écouter sur les bons sujets. Donc finalement, c'est faire le tri de l'information. Il faut avoir un esprit critique. Moi, je crois pas à la formation à 1997 € qui va te rendre différent, qui va te rendre riche, Non, je pense que chaque formation peut t'apporter quelque chose, peut t'apporter un déclic, mais va pas révolutionner ta vie. Moi, j'ai jamais vu une formation qui m'a révolutionné. Par contre, j'ai vu des formations qui m'ont fait cogiter. J'ai eu des formations qui ont fait que j'en mets pas le soir parce que je réfléchissais, je revoyais les choses et je me posais des questions sur moi. Et l'esprit critique, l'esprit critique. Il faut garder un esprit critique sur les choses. Quand on a une information qui arrive, de toute façon, il faut d'abord la challenger. D'où elle vient? Pourquoi? Qui me donne cette information? Quel objectif la personne aurait à me donner cette information? Et je trouve qu'on est dans une belle ère aujourd'hui où, quelque part, l'industrie du partage, nous, on est dans l'industrie du partage du logement. Il y a aussi le partage d'informations. On regarde l'avènement de plateformes comme YouTube. Beaucoup de gens aujourd'hui construisent leur notoriété sur la base de ces podcasts, sur la base et en donnant du contenu, beaucoup de valeur. Et c'est beau quelque part de se dire, on va tous se tirer vers le haut en se partageant nos réussites et nos échecs et nos doutes et nos questions. C'est beau et merci de le faire encore aujourd'hui justement parce que c'est aussi l'intérêt de ce podcast, c'est d'avoir des gens qui ont eu des parcours très intéressants, très enrichissants, qui partagent et je te remercie de le faire. Avec plaisir. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Et justement, pour aller creuser un petit peu, justement, tu parlais de ces doutes particulièrement, de ces questionnements. Tu nous disais tout à l'heure que oui, clairement, tu te poses beaucoup de questions, tu as ce côté très critique sur toi-même. Quels sont peut-être les doutes les plus récurrents et comment tu les adresses? Moi, j'ai un côté jamais satisfait de ce qu'on délivre. Et quand on a quelqu'un qui est pas content de quelque chose, par exemple, quand on a un propriétaire qui est pas content de comment on a traité une situation ou qui est pas content de quelque chose par rapport à son logement, je me dis toujours à côté de quoi on est passé. Wow. Moi, j'ai une espèce d'obsession du process. C'est-à-dire que je pars du postulat que on doit délivrer une valeur au quotidien, mais on doit aussi préparer et anticiper. Et je pense que ça, c'est peut-être la clé dans notre métier, l'anticipation. Et quand on n'a pas anticipé quelque chose, je me dis toujours comment on aurait pu le faire différemment. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Est-ce qu'on n'aurait pas dû à ce moment-là évoquer ce sujet-là avant de lancer ou avant de regarder ça ou avant que cette situation n'arrive? Et ça, c'est un truc qui est un peu... la facilité humaine, c'est de se dire on va vite. Et c'est quelque chose que je dis toujours, les bonnes choses prennent du temps. Tu vois, quand on onboard un propriétaire qui me dit voilà, voici mes clés, mettez-le en location saisonnière et transformez-moi en rentier. Alors, ça marche pas tout à fait comme ça. Il y a un certain nombre de préalables quand même. Et en fait, cette étape-là, ces préalables, c'est l'étape la plus importante finalement. Parce que c'est là que tu vas faire qu'après,
tu vas avoir des voyageurs qui vont vivre des séjours inoubliables. C'est là qui va faire que derrière, ce sera fluide, ça va bien fonctionner. Et moi, en fait, j'ai une obsession de cet avant. C'est de se dire toujours à quel moment on arrive dans cette espèce d'échelle de temps qu'on se fixe de préparation, de ne rien oublier. Et dans la liste de tout ce qu'il ne faut pas oublier, voilà, les différents sujets, de ne pas en omettre et bien processer les choses au bon moment. Donc, qu'une de mes questions, on va dire mes grosses questions, c'est ça. C'est à quel moment, quand on a quelqu'un qui est déçu, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une communication? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une mauvaise préparation ou d'une insuffisance dans le process? Et donc, toujours de retravailler. C'est quelque chose qui doit être retravaillé en permanence. Et là, dans les clients donc, qui sont idéaux pour Rockin Chair, donc si un propriétaire nous écoute, comment il va savoir si c'est le partenaire pour lui? Ça va être quoi son critère de décision? Donc le critère de décision de l'agence par rapport au propriétaire, le critère du propriétaire par rapport à Rockin Chair? Les deux en fait. Les deux. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir inventé l'eau chaude. Vraiment, je pense juste que Rockin Chair, c'est un espèce d'opérateur, tu vois, qui va compiler des moyens et des ressources pour exceller et aller plus loin que ce qu'on peut faire quand on est tout seul. Tu vois, apporter par exemple du service hôtelier, je veux dire, on a l'impression que tout le monde peut le faire. Non, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas claquer des doigts, envoyer 1 heure 24/24 un pack de linge supplémentaire ou régler une problématique dans un logement qu'on a nous déjà rencontré des centaines de fois et qu'on a processé dans un écrit avec toute une standardisation. Ça, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et donc, un propriétaire, en fait, il va aller plus loin en nous confiant son bien. C'est le propriétaire qui se dit, moi, je vais accueillir les gens avec le meilleur de l'hospitalité, leur faire vivre un super séjour. Et en même temps, moi, en tant que propriétaire, m'y retrouver à la fin parce que j'ai donné beaucoup de valeur, j'ai le retour sur investissement. Ouais, je pense que ça, c'est un propriétaire avec qui on va matcher parce qu'on va être aligné, en fait, sur les objectifs. Et quelque part, cet alignement-là, je pense que c'est le plus précieux. Il n'y a rien de pire quelque part, et c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille beaucoup. Moi, dès le départ, dans Rockin Chair, j'ai intégré quelqu'un sur le marketing et sur la communication, très, très tôt. Là où beaucoup d'agences immobilières se disent marketing, communication, je fais un petit peu ou je sous-traite. Non, moi, j'ai voulu avoir tout de suite quelqu'un parce que je sais que il n'y a rien de pire qu'une mauvaise communication sur une situation. Et en fait, cette bonne communication, elle te permet d'être aligné sur où tu vas et comment tu y vas. Wow. C'est beau. Merci. Et Voilà. je vois en tout cas très belle capacité de communication, c'est très clair. Et merci. Ouais. Donc pour honorer la tradition de ce podcast, la dernière personne qui est passée avant toi a laissé une question, sans savoir que c'était toi qui allais y répondre. Super. Donc on va aller découvrir cette fameuse question qui t'a été laissée. Quel a été le moment le plus important de ta vie, pas forcément pro, qui a le plus d'impact? Je reviens à l'enfance, adolescence, mais c'est un truc qui, moi, m'a marqué et m'a donné une espèce de confiance en moi. C'est que je devais préparer pour le bac une épreuve. Et cette épreuve, c'était justement un sujet mélange comptabilité, finance, et avec une présentation à l'oral, avec un dossier à préparer. Je ne captais rien en comptabilité. Je ne captais rien. Quand je dis je captais rien, c'est que j'avais pas la moyenne. Là où moi, j'étais un très bon élève. Donc, ça m'a frustré, mais pendant toute ma scolarité. Et comme je te disais, voilà, il y a eu le contexte familial qui faisait que je me suis retrouvé à un moment donné tout seul dans une chambre d'hôtel à bosser mon bac et à me retrouver en face de ça, en face de cette épreuve qui va compter avec un gros coefficient. Moi qui me dis, voilà, attends, je suis quand même pas plus con qu'un autre, je vais bien y arriver. Et j'ai retourné le truc dans tous les sens. J'ai bachoté, j'ai compris, j'ai travaillé le sujet. Et je suis arrivé à l'épreuve finale et j'ai tapé un 20 sur 20. Waouh. Voilà. Et ça m'a donné une leçon de vie. C'est que tu peux ne pas être au départ le favori de la course. Par contre, tu peux finir premier de la course. C'est juste une question de volonté. Tu peux être le moins sportif. Si tu as décidé d'être sportif et que tu t'en donnes les moyens, tu peux le devenir et tu peux faire des prouesses. Waouh. Eh ben, écoute, très belle conclusion. Merci beaucoup, Kevin, c'était vraiment top.
Et puis je suis ravi qu'on ait encore l'opportunité de se croiser les prochains jours là sur le scale. Et pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus sur toi, te suivre, ça va être quoi? Ton site web, LinkedIn? Voilà, LinkedIn, Kevin Corbier, et puis notre site web, rockinshare.com. On publie beaucoup d'actualités, notamment sur notre blog. Donc voilà, moi, je communique beaucoup sur LinkedIn, donc ne pas hésiter à se connecter avec grand plaisir. Excellent. Merci encore pour l'invitation, Sébastien. C'était un plaisir. Merci, Kevin.